Bienvenue, on va s'intéresser aujourd'hui à une idée qui va un peu à contre-courant. Une idée tirée du fameux livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. On va explorer ensemble une stratégie d'influence assez fascinante, qui ne repose pas sur ce qu'on dit, mais justement sur ce qu'on ne dit pas. Voilà, notre base, c'est ce guide bien connu sur les dynamiques du pouvoir. Évidemment, on ne va pas passer en revue les 48 lois. On va plutôt se concentrer sur une seule, celle qui, à mon avis, bouscule le plus nos habitudes quand il s'agit de persuader quelqu'un. Alors, au programme, on va organiser une sorte de procès pour déterminer la meilleure méthode de persuasion. On commence avec le paradoxe de la persuasion, puis on instruit le procès de la parole, ensuite place à la défense avec le pouvoir de la démonstration et la force des symboles, et enfin, on rendra notre verdict. Allez, on entre dans le vif du sujet. Première étape de ce procès, on va poser le problème, définir ce qu'on cherche à comprendre. C'est une situation que tout le monde connaît, et c'est hyper frustrant. On est là avec un argument qui nous semble parfait, logique, imparable, et pourtant, rien à faire, on fait face à un mur. Ou pire, la discussion s'envenime et l'autre se braque complètement. Mais alors, pourquoi? D'où vient ce blocage? Passons maintenant à l'accusation. On va voir ensemble pourquoi essayer de convaincre avec des mots, non seulement ça ne marche pas souvent, mais ça peut même être totalement contre-productif. Robert Greene ne mâche pas ses mots, si j'ose dire. Dans le feu d'une dispute, les paroles perdent toute leur valeur. On sait tous que pour défendre une position, on est capable de dire à peu près n'importe quoi. On sort des chiffres invérifiables, des grands principes. Les mots, ça devient juste du vent. Et là, on touche au cœur du problème. Cette différence de perception, elle est quasiment neurologique. Un argument, ce n'est pas traité par le cerveau comme une simple information. C'est perçu comme une attaque. Quand on cherche à prouver qu'on a raison, on sous-entend que l'autre a tort. Et ça active immédiatement ses défenses et son ego. Le point crucial, il est donc là. Les mots passent toujours par le filtre des émotions. Une argumentation directe, au lieu d'ouvrir les esprits, elle les pousse à se barricader. La résistance n'est pas logique, elle est viscérale. C'est un réflexe pour protéger son ego. On ne s'adresse plus à la raison de l'autre, mais directement à son système de défense. Bon, si on doit mettre les mots de côté, on fait quoi? La défense arrive avec son argument massu, le pouvoir de l'action, de la démonstration. Voilà la fameuse loi numéro 9, limpide. L'idée est simple, il faut rendre son point de vue concret, visible, impossible à contester. Arrêter d'expliquer et commencer à montrer. C'est une approche qui change complètement la donne en matière de persuasion. Et cette anecdote illustre ça à la perfection. Michel-Ange aurait pu se lancer dans un grand débat sur l'anatomie, la perspective. Au lieu de ça, il a offert une démonstration. Il n'a pas prouvé à Soderini qu'il avait tort. Il lui a permis de voir que lui, Michel-Ange, avait raison depuis le début. Il a sauvé l'ego de son mécène et il a préservé son œuvre. Personne n'a été vexé et le résultat est là. Les avantages sont donc clairs comme de l'eau de roche. Une action, c'est un fait physique. On ne peut pas argumenter contre ce qu'on voit de ses propres yeux. Ça élimine toute l'ambiguïté et surtout, ça contourne complètement les barrières de l'ego. Le message passe directement, sans aucune résistance. Mais on peut pousser l'action un cran plus loin. Et là, on entre dans le domaine des symboles, la preuve non verbale ultime. C'est ici que la différence neurologique est la plus flagrante. Le langage, ça active les aires du cerveau liées à l'analyse, à la critique. Une image, un symbole, ça court-circuite tout ce processus. Ça parle directement à nos émotions, à notre perception la plus primaire. C'est une communication bien plus directe, bien plus percutante. Cette citation, que Greene reprend, résume tout. L'être humain est une créature visuelle. Notre cerveau est câblé pour faire une confiance presque aveugle à ce que l'on voit. Une seule image peut avoir plus d'impact que des heures de discours, parce qu'elle s'impose comme une évidence, pas comme une opinion à débattre. Notre procès touche à sa fin. Le moment est venu de rendre le verdict final dans ce duel entre les mots et les actions. Ce tableau résume assez bien le jugement. À court terme, les mots créent de la résistance, l'action persuade. À long terme, l'argumentation laisse du ressentiment, tandis que la démonstration, elle, impose le respect. Pour avoir une influence réelle et durable, la démonstration par l'action l'emporte donc haut la main. Mais attention, il y a une nuance capitale. Argumenter a bel et bien une utilité stratégique, la diversion. Si on se fait prendre la main dans le sac ou si on veut cacher ses vraies intentions, argumenter avec passion, avec conviction, ça peut créer un écran de fumée parfait. Les gens sont tellement occupés à débattre qu'ils ne voient plus ce qui se passe vraiment sous leurs yeux.
Et tout ça nous amène à la question finale. Le but, ce n'est pas de devenir muet, mais de devenir stratégique. C'est de comprendre quand les mots sont des outils et quand ils deviennent des obstacles. Savoir choisir entre parler et montrer, c'est peut-être l'une des compétences les plus puissantes qui existent.